Deux Français en carte principale, Faresiam dans un banger absolu face à Mike Davis, Nassourdine Imavov une nouvelle fois en main event contre l'ancien champion aux multiples défenses Israël Adesanya. Nous avons aussi du striker contre striker avec MVP contre Chara, deux gars avec des kettlebells à la place des poings avec Pavlovich contre Rozenstruik et plus encore. Bref, une très chouette carte principale qu'on vous analyse maintenant sous l'angle des codes de Paris. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Pousse. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec une Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Mohamed Naimov est 37e au classement featherweight de Fight Minds. Khan Ofli n'a pas encore gagné à l'UFC. Les deux combattants affichent un palmarès de 11 victoires pour 3 défaites en carrière professionnelle, Ofli ayant une égalité en plus. Naimov a remporté 5 combats par KO, 3 par soumission, soit 73% avant la limite. Il est actuellement à 3-1 à l'UFC. Ofli est à 2 KO et 5 soumissions, soit 64% de victoires avant la limite. Naimov avait monté sa série de victoires à 6 en battant Nathaniel Wood puis Eric Silva avant de tomber court face à la pépite Felipe Lima en juin dernier. Ofli est arrivé au The Ultimate Fighter en tant que champion de l'HEX, là où Kevin Jousset était double champion. Il y a gagné face à Nathan Fletcher et Roots, mais s'est incliné en finale face à Santos. Mohamed Naimov face à Khan Ofli sera notre premier combat. Parlons d'abord de Khan Ofli, moins connu. Il est assez petit pour la division, 1m70 avec 1m68 d'allonge. Il cherche à travailler en pression avec pas mal de feintes d'entrée avant de réellement attaquer, majoritairement avec son anglaise. J'ai l'impression que son objectif reste de lutter, amener au sol et progresser vers une prise de dos. Quand tu regardes son palmarès, il y a 3 étranglements arrière, un bulldog choke et 2 guillotines. Donc il faut faire gaffe un peu à ça. J'ai regardé son combat au The Ultimate Fighter. Il arrive à dominer quand même Nathan Fletcher au sol. Donc ça indique un assez bon niveau de lutte et grappling selon moi. Là, c'est pour Khan Ofli, tu parles, hein? Ouais, tout à fait. Ah ouais. Je pense que ça se prononce Naimov, moi. Je pense. Je pense que le A et le I pour faire un S, c'est... Attends, quoi? Je sais pas, c'est occidental, non? Enfin, bref. Oui, pour Khan Ofli, je suis d'accord. Je pense que c'est... Ah, j'ai dit Naimov, j'ai pas dit Naimov, c'est ça? Oui, je pense que c'est Naimov. Ah, autant pour moi, Naimov. Oui, pour Khan Ofli, oui, je pense que c'est un petit trapu qui cherche les frappes relativement lourdes, mais effectivement, sa stratégie de combat, c'est de pouvoir lutter à la cage, chercher le grand and pound ou l'étranglement arrière. Et je pense qu'effectivement, en face, Naimov, c'est un peu le même profil au final. Ouais. Mais je pense en plus technique et plus expérimenté. Ouais, c'est ça. J'aurais même presque tendance à dire que ça reste un profil peut-être un tout petit peu plus complet. Ouais. Parce que son striking, je le trouve un peu plus développé quand même. Il n'a pas eu de combat facile à l'UFC. Et comme tu le soulignes souvent, et je trouve que ça colle bien à Naimov, à vouloir être bon partout, comparativement à l'élite, tu deviens moyen partout. Et donc la façon dont je vois Naimov, c'est il est capable de gagner debout, il est capable de gagner avec son grappling, mais il est capable aussi d'être battu en striking, comme il est capable d'être battu en grappling. Ouais, je pense que c'est bien. Après, sa défaite à l'UFC, elle est contre quelqu'un qu'on pense, en tout cas, nous de notre côté, mais je pense que vous êtes nombreux aussi à penser très solide, c'est Felipe Lima, qui est, tout à fait. Qui est pour moi déjà un phénomène, parce que c'est la caté au-dessus de sa caté naturelle, quoi. Ouais, mais je pense qu'il va y rester. Donc, il a fait 2 combats en featherweight, là, et je pense que finalement... tu penses? Ouais, j'ai l'impression. Pourquoi on en avait parlé, son combat contre Bautista, c'était 2 bantamweight qui se rencontrent en featherweight, et on se posait vraiment la question de pourquoi. Je me demande si c'est pas un Felipe Lima qui voudrait s'installer dans cette division. Je sais pas. Je suis pas sûr. Moi, je pense que ce deuxième combat, c'est parce que ils se sont pas cassés la tête à faire un cutting, tu vois. Ok. Je pense. Bon, on verra. En tout cas, effectivement, la défaite de Naimov à l'UFC, il ne doit pas s'en cacher. Ses victoires, elles sont quand même un tout petit peu... genre quand Nathaniel Wood, il fait beaucoup de fautes, il ne sait pas retirer de points.
contre Jamie Mullarkey. C'était pas le combat le plus facile, mais c'était en lightweight, donc ça aussi on doit le noter. Hein. C'est un ancien lightweight, Naimov. Et puis sa dernière victoire, là, c'est sur une blessure. Donc voilà, il y a toujours une petite astérisque au bout. Donc au final, sur les 3 victoires à l'UFC, il y a toujours, enfin, si tu veux te pencher du côté du narratif du combat, il y a peut-être toujours quelque chose à dire. Ouais, parce que je pense que, enfin, sa grosse victoire, ça reste quand même la victoire qu'il a eue contre Nathaniel Wood. Hein. Franchement, c'est une grosse victoire. Mais je pense que la décision, elle était controversée. Bah, Nathaniel Wood s'en est plaint en tout cas. Je crois qu'il a fait appel à la décision, notamment sur le. Alors si je dis pas de bêtises, c'est sur le fait qu'il n'y ait pas eu de point de pénalité du côté de Naimov, alors qu'il y a eu des doigts dans les yeux, des coups à l'entrejambe et vraiment une multitude. Et il a été très surpris qu'il n'y ait pas eu de pénalité. Et donc ça tombe sur un 29-28. Effectivement, avec un point de pénalité, tu tombes sur une égalité, quoi. Donc il a fait appel, ce n'est pas passé. Mais je me rappelle. Ça, c'est un de mes souvenirs de l'après-combat, c'est que Nathaniel Wood était très frustré par cette défaite. Et aussi parce qu'il me semble que la décision pouvait vraiment pencher d'un côté comme de l'autre sur un round, et les 3 ont été unanimes sur. Je me demande si c'était pas. Le troisième round était unanime pour Wood, je regarde. Non, sur la décision, en tout cas, il semble que le 1 et 2 étaient relativement clairs pour Naimov, et c'est le 3 où c'était le plus clair pour Wood. Mais effectivement, moi, pour souvenir, c'était pas un combat très intéressant, et je pense que les 2 premiers rounds étaient très frustrants pour Nathaniel Wood. Mm-hmm. Et ici, pour revenir sur ce combat entre Hoffley et Naimov, quel serait ton read? Le read que j'ai, je pense qu'on va avoir un Keanu Hoffley qui va prendre un petit peu trop de risques. Qui va un peu surengagé sur le fait de déjà revenir d'une défaite, et je pense que ça va être une erreur. Je pense que de l'autre côté, on aura un Naimov qui va être un peu plus prudent, mais qui sera beaucoup plus confiant, tu vois. Et donc on aura, je vois bien un Keanu Hoffley arriver et délivrer pas mal au premier round, mais soit se fatiguer ou soit se faire contrer, tu vois. C'est un des scénarios les plus probables que je vois. Je trouvais ça entre guillemets marrant. Le KO de Naimov sur Mullarkey ressemble un peu à celui de Santos sur Hoffley. Ouais. Et donc je peux voir ce scénario se reproduire. Bon, à moins que Hoffley se dise dans mon dernier combat, j'ai surengagé, je me suis excité dans le 3e round, je me suis fait connecter, je vais pas le faire cette fois-ci. Et donc l'autre scénario que je peux voir, donc ici ce serait plus un Naimov un peu plus prudent qui arrive à absorber Hoffley et qui va vraiment bien le connecter en collision. De l'autre côté, j'avoue que je peux voir Hoffley mettre Naimov sur son dos, réussir à le contrôler. Je pense que pour mettre Naimov sur son dos, il faut vraiment lutter, il faut vraiment grinder. Pour le contrôler derrière, c'est aussi un effort. Mais je crois que Hoffley en est capable. Donc je pourrais aussi voir un Hoffley qui va choper sa décision avec une stratégie de pas trop échanger debout et de vraiment essayer d'imposer sa lutte et son sol. Ouais, ça c'est vraiment un scénario, j'ai du mal à voir, hein, je t'avoue. Ouais, parce que tu penses que Hoffley ne viendrait pas avec cette stratégie, ou parce que tu penses que Naimov ce sera difficile à mettre au sol. Se retrouvera pas trop sur son dos? Je pense qu'il sera vraiment... Non, j'ai du mal à voir Naimov se faire mettre dos au sol. Je pense que ce qui m'étonnerait, mais ce qui pourrait peut-être être le mieux pour Keanu Hoffley, c'est avoir vraiment un combat beaucoup plus mesuré, de travailler via son jab, tu vois, de tuer un peu le combat comme ça, quoi. Des low kicks, bloquer à la cage, frapper, et très stratégique, entre guillemets. Arriver d'une manière vraiment différente de ce à quoi s'attendre. Ouais, donc vraiment surprendre sur sa stratégie. Ouais. En tout cas, les codes de Paris, bon, c'est assez net et précis. Naimov est favori à 1,25 contre 3,60 pour Hoffley. C'est un solide 75-25. Moi, personnellement, je trouve ça légèrement sévère quand même. Donc, je me positionnerai plus sur un dog or pass. Est-ce que toi, il y a une cote qui t'intéresse dans ce combat? Bah non, moi je t'avoue que là, je me suis positionné sur Naimov parce que je vois vraiment cette lecture-là du combat. Je vois vraiment cette lecture-là, ouais. Je comprends qu'il soit autant favori, tu vois. Hein. Après,
De là, te positionner dessus ou... Ouais, je vais me positionner Ok. dessus, hein. Je vais mettre une Ok. unité, on va dire j'ai l'impression que c'est un pari un peu safe comme ça. D'accord. Ben, Alors, en il n'y a fait, rien de safe, hein, mais j'étais allé voir, mais les cotes avaient ouvert plus serré. Et j'ai vu effectivement, il y a pas mal de gros parieurs qui se sont positionnés sur Naimov quand il était à 1,4. Et là, effectivement, il y avait plus de valeur selon moi. ouais. Aujourd'hui, Ouais, il je a comprends. 1,25, mais bon, voilà. Moi, c'est peut-être le combat qui dépasse 2,5 rounds, c'est à 1,45. Ça pourrait m'intéresser. Ah ouais, combien? 1,45? 1,45, ouais. Ah ouais. Moi, je trouve que la probabilité que Neymov l'emporte est largement supérieure Au fait à que ça aille au bout, ou Ouais. quasi au bout. Ah ouais, moi, je peux très bien voir un Neymov Finaliser ça assez vite. ou... Allez, je vais encore y réfléchir, hein, vraiment. C'est plus, comme Offley s'est pris un KO dans son dernier, je me dis qu'il va peut-être être lui-même beaucoup plus prudent. Ouais. Si Offley est plus prudent, il va pas trop sourire, et Naimov me semble pas être le gars qui va créer son opportunité pour un finish. Et dans ce cas-là, je peux voir un combat qui va à la décision ou qui dure très longtemps, quoi. Ouais, potentiellement, hein. Mais en tout cas, moi, en termes de probabilité, je vois... C'est pour ça que je préfère mettre sur Sur Naimov. Naimov. Je Ok, vois ça écoute, 2 fois plus probable qu'il gagne que ça dépasse 2,5. moi, de toute façon, ce combat-là, c'est vraiment pas dans mes priorités. Donc, je vais me positionner dessus si je n'ai pas grand-chose d'autre sur le reste de la carte, mais je crois qu'il y a d'autres cotes qui m'intéressent beaucoup plus tard sur cette carte principale. Donc, on en Après, profite. Hein. Ouais, sur ce combat-là, c'est pour moi 2 profils physiquement parlant, hein, très similaires, mais physiquement parlant, j'ai pas souvenir, enfin, j'ai pas vu de combat où ils affrontaient un peu leur alter ego physique, tu vois, hein. Non, bah après, j'ai regardé que 3 combats de Offley, les 3 derniers. Ouais, bah, Et il a du côté de eu Naimov, pas mal de gars un peu plus grands que lui ou un peu ouais, plus c'est des plus longs. longilignes. Hein. C'est des plus longs. Ouais. Et donc ça va être une dynamique quand même qui m'intéresse, hein. Et donc Ouais. c'est pour ça que là, moi, j'ai surtout regardé l'aspect bagage technique et expérience. Et c'est pour ça que, vu le bagage technique et l'expérience, je miserais sur Naimov. Ouais, mon pronostic, c'est Naimov, hein, vraiment. Mais je trouve que voilà, 75-25, ça pourrait me faire pencher vers l'underdog, mais je vais encore y réfléchir. Donc pensez à nous suivre sur Instagram et sur Twitter, c'est là où on publie nos placements finaux. Deuxième combat de la main card, c'est Mike Davis contre Fares Ziam. Mike Davis est 56e au classement Fight Minds, majoritairement dû à sa faible activité. Il est à 11 victoires pour 2 défaites dans sa carrière professionnelle et à 4 victoires pour 1 défaite sous la bannière de l'UFC. Avec 7 victoires par KO et 2 par soumission, il finalise 82% de ses adversaires. Notre Fares Ziam est 16e au classement Fight Minds du haut de son palmarès professionnel de 16 victoires en 20 combats. Ce sera son 9e combat à l'UFC où il possède 6 victoires. Ses manières de gagner sont équilibrées, 5 KO, autant de soumissions et 6 victoires à la décision. Il finalise donc 62% de ses adversaires. Les deux sont grands pour la division, 1m84 pour Ziam, 1m83 pour l'américain, mais Ziam profitera d'un avantage de 7 cm d'allonge avec son 1m91. Le franco-algérien a un style plus mesuré, il va toucher 2,92 fois à la minute et encaisser 1,66 fois à la minute. Mike Davis est plus rentre-dedans avec 5,35 frappes données pour 5,75 reçues à la minute. L'engagement est également plus élevé dans le département de la lutte pour l'américain qui score près de 1 takedown par round avec 53% de réussite, ce qui sera testé face aux 67% de défense en lutte du côté de Ziam. Mike Davis a connu beaucoup d'annulations de combats, son 5e dernier remonte à 2019 et il s'agit d'une défaite par soumission contre Burns dans ses débuts UFC. Depuis, il a pris 4 victoires, par KO contre Grifford, un Fight of the Night contre Mason Jones, une décision contre Borchev et en mars 2024, une soumission face à Nathan Levy. Fares Ziam est sur la même série, après avoir perdu contre McKinney en février 2022, il a enchaîné 4 victoires. La décision contre Figlak au premier UFC Paris, la décision sur Herbert à Londres, sa victoire contre Puelles et son sublime KO lors du dernier UFC Paris sur Matt Frevola. On l'a déjà analysé au complet la semaine passée, donc si vous voulez notre analyse, allez jeter un œil au contenu d'il y a pile une semaine, c'était jeudi passé qu'on a enregistré et qu'on a publié. Brian, aujourd'hui les cotes sont à 1,69 pour Mike Davis et 2,05 pour Fares Ziam. Quand j'ai préparé mes notes hier soir, c'était 1,71 contre 2 tout ronds pour Fares, donc ça s'est réécarté. Mais ce que j'avais préparé dans mes notes, c'est que ça s'était rapproché par rapport au moment où on a enregistré la semaine passée. Donc Ziam est moins underdog, on lui donne un peu plus de 40...
en fait, hier soir, on lui donnait un peu plus que 45% de chances de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est 45% qu'on lui donne. Moi, personnellement, j'avais dit 55-45 Davis dans notre analyse. Donc, pour moi, je vois pas spécialement une valeur ni d'un côté ni de l'autre. Donc, je suis pas spécialement attiré non plus par les cotes du combat qui va à la décision ni quoi que ce soit. Est-ce que toi, tu as quelque chose qui t'attire? Bah, je t'avoue que non, moi pareil, j'ai pas, je l'ai pas mis de côté parce que il y a pas réellement de cote qui m'intéresse. Peut-être que la cote qui m'intéresserait le plus, c'est double chance, Hmm. euh, Ziem KO décision, tu vois, mais alors vraiment sur une petite fraction d'unité, tu vois. Mais Ouais. Et elle est à combien cette cote? de 30. Ouais, ok. Tu passes de 2,05 à 2,30 parce que tu enlèves la victoire à la soumission. Ouais, Ouais. ouais, ce qui est pas non plus ouf, quoi. Ouais. Je la trouve pas dinguissime. J'aurais préféré un Ziam beaucoup plus underdog pour m'attirer. Euh, ou un truc plus pick-em. Parce que effectivement, si c'était un genre de pick-em, là je me serais positionné du côté de la statistique en me disant, ben, statistiquement, je vais me positionner du côté de Davis. Après, ça m'aurait fait mal de me positionner à l'opposé de Faresiam, mais ouais, je pense que les cotes ici sur ce combat sont vraiment très bien faites. Donc Oui. c'est plus voilà ceux qui veulent y aller avec le cœur pour montrer un genre de support. Je comprendrais clairement le positionnement sur Ziam, Non, bah, d'autant plus que ça. à Ouais. 45, 55, je trouve que oui, Ouais. il y a pas grand. De toute façon, on voit que chez les parieurs français, 94% ont mis sur Faresiam, hein. Ah waouh, j'avais même pas vu ça. Ah ouais, ouais. Donc, Ouais, bah écoute, sur Twitter, j'avais vu quelques comptes, notamment MMA Propagande, je pense, qui avaient été surpris à l'ouverture des cotes. Ils avaient regardé à l'ouverture des cotes, ils avaient vu, je pense, Faresiam à 2,40, un truc comme ça. Et je pense que bah, la raison pour laquelle les cotes se sont vachement rapprochées, c'est parce qu'à l'international, les gens se sont dit, ah, il y a de la valeur sur Ziam s'il est en dessous de 45%. ouais, mais C'est après, pour je ça que ça pense que s'équilibre là. Mhm. sur le combat, il y a aussi, en tout cas en France, hein, pour nous, tout le narratif autour de sa dernière victoire Ouais, et, de ce chaos qui est incroyable, clairement, et qui rajoute beaucoup de valeur sur lui. Mais après, ouais. c'est vrai que Et comme j'avais dit, dès que tu prends un Davis. narratif beaucoup plus sportif, et que tu recontextualises Mike Davis, parce que en France, je pense qu'il y a le narratif de la dernière victoire, effectivement comment on appelle ça, de la régularité de Fares, Ouais. et, et puis le troisième truc, c'est quoi? De l'autre côté, Davis a été inactif et comme je l'avais dit Ouais, dans notre preview, son et l'inactivité, combat ouais. le plus récent, donc il y a un seul combat après 2022, c'était en sous-carte d'une Fight Night bah, qui est passée inaperçue parce que c'était une Fight Night avec, je pense, Marcin Tibura en main event. Donc c'est le genre de Fight Night que Ouais. pas grand monde regarde et c'était sur la carte préliminaire de cet événement. Donc les Donc gens c'est vrai que connaissent juste pas Davis. avec Euh, ce narratif-là, je comprends, hein, qu'on se place sur Pharisien. Maintenant, sur le narratif vraiment sportif, style de combat, euh, ah oui, il y avait le classement aussi. Il y en a pas mal qui parlaient du classement, ouais, que exact. Pharisien était beaucoup mieux classé, qu'on comprenait pas trop pourquoi il prenait un gars aussi bas. Mais pour moi, ils sont juste sur 4 victoires d'affilée, et le classement est lié à l'inactivité de Mike Davis. Mais Ouais, sur tout le à fait. style de combat, c'est un combat qui est très compliqué, pour Fares. Enfin, moi, je le trouve très compliqué, quoi, comme combat. Mhm. Alors, il y a juste un élément. C'est un Damien qui m'a contacté sur Discord. Euh, Lui, il a regardé pas mal d'interviews. Il a regardé des interviews de Mike Davis qui dit ouvertement qu'il ne prépare pas ses adversaires. Donc, il connaît pas spécialement ses adversaires. Il a à peine vu quelques secondes de combat de Faresiam. Alors, je sais qu'en interview, tu dis un peu ce que tu veux. Toi, tu avais dit qu'il se concentrait aussi sur de la création de contenu, Mike Davis. Mhm. Donc, encore une fois, c'est un narratif sur lequel tu Ouais. peux te positionner en disant, bah, on a eu l'exemple avec Benoît Saint-Denis. Tu te prépares pas à ton adversaire à ce niveau-là, ça peut te coûter très très cher. Mhm. Je pense que Ziam, lui, il sera très bien préparé par rapport à Davis. Et donc, sous cet angle, ouais, ça rajoute un argument peut-être de se positionner sur Ziam parce que tu dis, bah, si Davis vient pas préparé pour Ziam, ça va être une nuit très compliquée pour lui. Enfin, Ouais. une soirée. Ouais, en tout cas, c'est une bonne information, et je pense que ça pourrait faire changer d'avis, Pas mal certains, d'avis. ouais. Ouais, 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 c'est ouais. un bon argument.
Ouais, très bon argument. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal Unibet.fr. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons produire ce contenu et le mettre gratuitement à votre disposition en enlevant les ads sur les différentes plateformes. Unibet.fr est le site qui vous offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Au vu des dangers des jeux d'argent, on vous invite à vous inscrire uniquement si c'est avec une approche ludique et récréative. Budgétez et voyez ça comme une opportunité de vous renseigner davantage sur le sport qui vous passionne. Obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. On passe à mon banger caché de la carte, c'est l'opposition entre Saïd Nurmagomedov et Vinicius Oliveira. Saïd Nurmagomedov face à Vinicius Oliveira, c'est le numéro 21 contre le numéro 26 chez les bantamweight au ranking Fight Minds. Saïd Nurmagomedov affiche 18 victoires, dont un peu plus de la moitié avant la limite, 4 KO et 6 soumissions, pour 3 défaites. Il fera son 10e combat à l'UFC, où il est actuellement à 7 victoires. Vinicius Oliveira, c'est 21 victoires en 24 combats, avec 16 KO et 2 soumissions, soit 86% par finish. Ce sera son 3e combat à l'UFC, où son palmarès est intact. Saïd Nurmagomedov avait soumis Kakramonov en décembre 2022 avant de perdre contre Martinez. Il a très bien rebondi face à Gafurov en octobre 2023. Vinicius Oliveira est rentré à l'UFC un mois avant le dernier combat de Saïd, grâce à un KO au Contender Series. Dans ses débuts, il prend un double bonus, fight et performance sur un genou sauté contre Sopage et confirme face au vétéran Ricky Simon en juin dernier. J'avais un petit devoir de hype pour ce combat-ci. Donc voici mon pitch. Vinicius est le profil type brésilien offensif agressif. Il avance les mains basses et il envoie chaque fois ses frappes à 100% avec un jeu à la fois varié et généreux qui va chercher à t'éteindre jusqu'à la dernière seconde du combat. Évidemment, sa victoire contre Sopage en est le meilleur exemple. Il frôle les 6 frappes qui touchent à la minute, malgré qu'il a un style où il frappe avec une grosse intensité. Donc, profil très agréable pour le fan qui aime les combats engagés. Et de l'autre côté, on a Saïd Nurmagomedov qui est plutôt un technicien mesuré, mais opportuniste. On le voit avec ses 4 victoires par guillotine, dont 3 sur ses 4 dernières victoires. Et face à des profils agressifs, je trouve qu'il va répondre présent et il va vouloir s'imposer. Donc voilà le pitch pour motiver à regarder ce combat. Personnellement, je pense qu'on va avoir un combat dynamique avec des approches complètement différentes, mais qui matchent bien pour le plaisir des fans. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder les deux profils. Est-ce que toi, tu penses de ce qui pourrait se passer dans cette opposition? Écoute, moi je pense que sur ce combat-là, on a un Nurmagomedov qui sera plus complet, opportuniste, tu vois. Et c'est pas forcément tu m'en as parlé la dernière fois, donc je suis parti regarder un petit peu. C'était pas forcément le combat qui m'intéressait le plus, mais c'est vrai que je pense qu'effectivement ça va être un bon combat où ça va être très très rapide, hein, ça va aller très très vite. Ouais. Je pense que Saïd Nurmagomedov debout, il sera capable de gérer, comme tu l'as dit, cette agressivité, et je le vois être capable de trouver une ouverture pour étrangler Vinicius, tu vois. Okay. De l'autre côté, Vinicius, bah voilà, ça reste un gars assez complet, mais sauf la lutte déf. Je trouve que la lutte défensive, sauf sa lutte défensive, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer. Enfin, quoique, c'est peut-être amélioré. Il a gagné contre. Simon, J'ai pas eu le combat contre Ricky Simon, mais c'est solide, hein, une victoire contre Ricky Simon. Hein. J'ai regardé celui-là en diagonale. J'ai vraiment été revoir son combat contre Sopage parce que c'était tellement un plaisir. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, mais en fait. Parce que contre Sopage, je me suis dit, ok, le mec, il met aucune énergie dans sa lutte défensive, il s'en fout de se retrouver sur son dos. Mais après, c'est vrai que 2 takedowns sur 11 pour Ricky Simon. Donc, à mon avis, il y a une progression entre ces 2 combats-là sur l'aspect. Donc après, voilà, Saïd Nurmagomedov, moi, je le vois pas chercher le sol. Hein, donc, on l'a déjà dit, je pense, mardi. Nurmagomedov n'est pas de la famille de Khabib. C'est pas un cousin ni quoi que ce soit, il fait même pas partie de cette équipe. Donc lui, il a son style à lui, et j'avoue que je le vois plus comme un striker que comme un lutteur, celui-là. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de strikers qui ont des victoires par soumission, tu vois. Parce que c'est ça. Ils touchent, ou l'adversaire va sous les frappes va plonger, et puis ils prennent des soumissions opportunistes. Exactement. Et pour moi, ça peut vraiment être un chemin de victoire. Écoute, moi là-dessus, je vais me placer sur Saïd Nurmagomedov. Ok, donc il est favori à 1,58 maintenant, contre 2,25. C'est la cote qui a le plus bougé depuis hier. Ça s'est rapproché.
Ça s'est rapproché. Ah bah Ça tant s'est mieux pour moi rapproché. alors. Donc on était un peu au-dessus du 60-40 pour le Russe hier. Maintenant on est un peu en dessous. Ouais, on est légèrement en dessous du 60-40. Alors moi je vois un Vinicius prendre le volume et l'impact des frappes, mais il surengage beaucoup, je trouve. Il surengage beaucoup et je pense que Saïd est vraiment rapide. Je peux le voir salement connecté en contre. Moi je vais encore réfléchir à si je me positionne sur ce combat. J'étais dans l'hésitation. Encore une fois, pronostic Nurmagomedov, mais quand Vinicius Oliveira était à 2,40, 2,60, je sais plus, 2,40 ou 2,60 hier soir, j'étais là, je fais, peut-être qu'il y a de la valeur dessus, peut-être. Donc j'ai encore réfléchir. Donc toi, c'est pour l'instant, tu te mets sur Naïmov et sur Nurmagomedov. Ouais, ça ouais. Sur déjà, les favoris, ouais. Ok, Après, ok. ça reste risqué, hein. Dans ses défaites à Ah ouais. Saïd Nurmagomedov, il a une défaite contre Raoni Barcelos, Ouais. style brésilien, style Un peu agressif, peut-être plus agressif. explosif que Vinicius, quoique. Franchement, Quoique, ouais, chaud à dire, c'est vrai. ça reste pas aussi explosif. Enfin, tu vois, c'est un peu le même style, quoi. Ouais, mais il a une victoire contre Douglas Silva de Andrade. Ouais. En tout cas, moi, je vais rester là-dessus, hein. Je vais rester sur Saïd Nurmagomedov. Je pense qu'il y a eu des petites erreurs de parcours, mais je pense qu'il va pas les reproduire. Ouais. Ouais, c'est un profil, sérieusement, Saïd Nurmagomedov, j'ai toujours été mauvais pour estimer réellement son niveau. Je crois que contre Gafurov, je l'ai sous-estimé. Gafurov a fait une grave erreur dans ce combat. Ouais, à un moment, j'étais méga chaud sur lui aussi. Je dis, ah ouais, lui, ça va être un futur top 10 à coup sûr. Donc, c'est le genre de combat, je préfère peut-être rester loin et mettre mes unités ailleurs. Ouais, ouais. Alors, petit rappel, avec notre lien en description, vous avez un free bet allant jusqu'à 100 € sur unibet.fr. On va toujours le rappeler. On rappelle à la responsabilité et au fait de devoir jouer de manière ludique, comme on le fait. On passe chez les poids lourds, une opposition entre deux véritables machines à KO avec Jairzinho Rozenstruik et Sergei Pavlovich. Bienvenue dans le top 10 des poids lourds. Jairzinho Rozenstruik contre Sergei Pavlovich, c'est le numéro 9 face au numéro 4 du ranking UFC et le 10e contre le 5e au ranking Fight Minds. Le russe est à 18 victoires pour 3 défaites, 15 victoires par KO, tous au premier round. Cela fait 83% de finalisation. Il a connu ses 3 défaites à l'UFC où il cumule 9 combats. Jairzinho Rozenstruik a combattu 20 fois dans sa carrière et en a gagné 15, dont 13 par KO, soit 87%. Il affiche un palmarès de 9-5 sous la bannière de l'UFC. Sergei Pavlovich prenait sa 6e victoire consécutive contre Curtis Blaydes en avril 2023 avant d'essuyer 2 défaites consécutives face au champion intérim Thomas Spinal et contre Alexander Volkov en juin dernier. Jairzinho Rozenstruik s'est fait étrangler par Jailton Almeida en mai 2023. Depuis, il a rebondi en prenant 2 victoires d'affilée contre Gaziev et Tuivasa. Brian, à chaque fois que je parle de Jairzinho Rozenstruik, c'est la même chose, j'exprime une frustration. Il se pense être un contreur, et je dois le dire, il est assez bon en contre, il a le coup d'œil et la puissance pour, mais qu'est-ce qu'il est meilleur quand il fout la pression. Et il s'en rend pas compte, il le fait pas assez. Il le fait quand il est dos au mur et qu'il est sur le point de perdre, il dit ok maintenant il faut que je fasse le tout pour le tout, j'accélère, et il trouve ses KO à chaque fois qu'il le fait. Mais par contre, chaque fois qu'il recommence le combat suivant, il est reparti sur je suis sur le pied arrière, j'attends, mon Tchékou qu'il est prêt, Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est comme ça, je sais pas le décrire autrement. Ouais, c'est vrai que tu le décris comme ça. À chaque fois. Mais bon, là contre Pavlovich, je pense qu'il a plutôt intérêt à se mettre sur son pied arrière, non? Ouais. En même temps, ça peut vite se transformer en ce qu'il a vécu contre Ngannou. Contre Ngannou, il se met aussi sur son pied arrière. Ngannou, il fait un blitz très dégueulasse, mais ça connecte et puis c'est fini, quoi. Ouais. C'est pas la même. Enfin, quoique. Ouais, non. Mais c'est pire. J'ai presque envie de dire c'est pire, puisque Pavlovich serait capable de faire ce genre de choses sans faire l'hélicoptère, tu vois. Et donc être encore plus compliqué à contrer. Ouais, mais c'est peut-être parce qu'il a fait l'hélicoptère qu'il l'a mis KO. Parce que tu fais pas beaucoup de sparring avec des gars qui font l'hélicoptère, tu vois. Ah non, et qui ont la puissance de Ngannou, certainement pas. Ça doit pas arriver très souvent. Ah là là. Ouais, non, bah effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est un profil un peu, j'ai presque envie de dire un peu atypique, un peu décevant dans le sens où
Pour moi, il a vraiment, vraiment les outils pour vraiment performer. Mhm. Et il y a des combats où on se demande ce qu'il fait, tu vois. Ouais. Mm, Et on ne sait clairement, pas clairement. pourquoi, parce que ouais, enfin, tu vois, quand tu as les capacités, il a pas l'air d'avoir peur ni quoi que ce soit. C'est vraiment se conforter dans cette position de contreur, Mm. peut-être parce que tu mets un peu la responsabilité sur l'autre d'engager l'action et de faire quelque chose. Mais de l'autre côté, ça s'est beaucoup retourné contre lui et ça a failli se retourner contre lui deux fois supplémentaires, je pense. Mm. Contre Overeem, c'est bon qu'il accélère sur la fin parce que sinon il perdait la décision. Et je me demande si contre Junior Dos Santos, c'était pas un peu le même principe, quoi. Ouais. Bref, en face de lui, on a un méga Pracio dont on doit parler, 2,13 m d'allonge. Sergei peut, selon moi, faire mal à distance sans se mettre à risque justement de ce contre. Et comme d'habitude, lorsqu'une de ses frappes fait vaciller, envoyer une avalanche en combinaison comme il en est capable, où chaque frappe vient sur un angle différent, ce qui est impossible à défendre, et puis ça va faire tomber. Voilà, je pense sincèrement que si Rozenstruik se met sur le pied arrière, c'est ce qui va se produire et j'aurais plus tendance du côté de Rozenstruik à vouloir jouer le pile ou face. Mais toi de ton côté, comment est-ce que tu vois le combat se dérouler? Moi, je vois, je vois Pavlovich arriver et vouloir se remettre vraiment sur la victoire, se remettre sur la route de la ceinture, essuyer faire oublier sa dernière défaite ou ses 2 dernières défaites, tu vois. Ouais, ouais. Et ouais, je le vois allumer Rozenstruik, pas le respecter, tu vois. Clairement pas le respecter. Ouais, ouais. Donc je m'attends et quand je vois les cotes si tu regardes sur les rounds, Les gens sont d'accord avec toi, ouais. les parieurs se disent que ça va finir avant un round et demi, quoi, tu vois. Eh ben écoute, parlons des cotes parce que là j'ai. Ouais, donc niveau cote, Sergei est à 1,27. Rozenstruik 3,45, ça n'a pas bougé depuis hier soir, c'est Ouais. un 75-25. Et moi, il y a 3 scénarios, je vais pas dire qui peuvent m'intéresser personnellement, mais qui méritent d'être donnés. Donc il y a le scénario du narratif. J'en ai déjà parlé il y a super longtemps, on a eu cette conversation. À l'aveugle, quand tu as un 75-25 entre deux lourds compétents, où une frappe suffit, Ouais. avec le favori qui est sur 2 défaites consécutives et l'underdog qui est sur 2 victoires consécutives, limite, ça mérite de prendre sa chance. Tu vois, tu fais même pas Ouais. d'analyse technique, stratégique, ni quoi que ce soit. Tu dis, attends, t'as un 75-25 chez les poids lourds où les deux sont capables d'éteindre avec une seule frappe. Et d'un point de vue direction de carrière, c'est opposé par rapport à qui est favori et qui est underdog. Voilà, c'est quoi 3,45 pour Rozenstruik, ça peut valoir le coup de le faire à l'aveugle. J'avais déjà fait dans le passé, ça a plutôt bien fonctionné historiquement pour moi. Deuxième scénario qui mérite d'être souligné, c'est celui de la stratégie. Jairzinho qui cherche à rendre le combat chiant, comme il a déjà fait par le passé. Sergei qui est attentiste suite à son expérience contre Thomas Spinal. Et ça va à la décision contre toute attente. La cote est à 5,50. Donc voilà. Elle est énorme, la cote à la décision. Ouais. Moi, je t'avoue que j'ai regardé la cote à plus de 1,5. Hein. Ah waouh, ok, parce que là, moi, j'ai celui qui m'intéresse le plus, le scénario qui m'intéresse le plus. J'ai dit déjà depuis le début d'année, je vais de temps en temps, enfin beaucoup plus souvent, me positionner du côté de la statistique. Ouais. Sur leurs 33 victoires cumulées, 73% sont au premier round. Sur leurs 8 défaites cumulées, 50% sont au premier round. Donc, 69% de leurs combats ne dépassent pas 5 minutes. La cote du finish au premier round est à 1,74, soit de l'équivalent de 55%. Il y a 14% de différence entre la cote à laquelle on devrait s'attendre et la cote réelle. Donc on nous fait, entre guillemets, un cadeau statistique. Pour moi, il y a de la valeur, je vais me positionner dessus. Depuis le début d'année, quand je fais ce genre d'analyse, je suis à 100%. Bon, ouais, l'échantillon est pas très grand, on est d'accord, c'est genre 3-4 combats. Mais tant que ça fonctionne, je continue. Tant que ça fonctionne, je continue. Donc moi, voilà, je me positionne sur un combat qui se finit au premier round. Encore une fois, j'entends les contre-arguments parce qu'il y a une analyse technique, stratégique, etc. Là, c'est vraiment du pur statistique. Je fais comme si je connaissais pas les deux combattants. Je regarde les stats, je me dis, 69% des combats finissent au premier round. Tu me donnes une cote à 55%, je me positionne dessus. L'inverse. Non, c'est ça, 55%. Ouais. Donc voilà. Écoute, moi, première impression, je vais mettre une unité sur Pavlovich. Peu importe de quelle manière, parce que je vois, ouais, je le vois l'emporter, que ce soit au premier round ou à la décision, tu vois. Je pense que Rozenstruik, le problème, c'est que ses déplacements latéraux sont pas terribles. Il a tendance, on l'a vu, hein, à reculer tout droit. Et
et à chercher à contrer proche, on va dire proche de la cage. Donc je le vois se faire éteindre à un moment donné. Mhm. Mais c'est vrai que ton argument est intéressant, hein, premier round finish, parce que effectivement, si tu regardes, Pavlovich, je ne trouve pas que sur son dernier combat, il a été mesuré en soi, tu vois. Ah non, hein. Et donc, il n'était pas genre en stress de se faire mettre KO par Volkov en soi, malgré la longe. Par contre, Volkov s'est très très bien déplacé, a pu absorber, toucher, et c'était vraiment un travail de déplacement. Ouais. Ça, je ne pense pas que Jairzinho soit capable de reproduire les déplacements qu'a fait. 100% d'accord. Et c'est Ouais. peut-être d'ailleurs pour ça que la cote est intéressante, parce qu'en fait, le dernier combat de Sergei Pavlovich est allé à la décision, et le dernier combat de Jairzinho Rozenstruik est allé à la décision. Et l'avant-dernier, c'était la fin du 4e round contre Gaziev. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'ils prennent, tu vois, quand ils définissent les cotes de Paris à ce niveau-là, ils prennent un échantillon, pas sur tout l'historique, mais sur les combats les plus récents qui sont plus représentatifs du niveau. Et que par rapport à ça, ils voient un combat ils peuvent voir le scénario du combat qui dure plus longtemps. Ouais. Mais voilà. Écoute, moi j'ai Comme mis tu un l'as point dit, d'interrogation. Je pense que j'ai hésité aussi avec Unité pour plus d'un round et demi. Je le trouvais Ok. relativement intéressante avec ce narratif-là, d'avoir comment, un Rozenstruik qui n'a pas envie de se faire mettre KO à nouveau et donc qui va vraiment désengager beaucoup, reculer, et un Pavlovich qui va un peu le poursuivre, mais qui va pas forcément trouver l'ouverture dans le premier round, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est à 2,60, donc encore une fois, c'est le scénario de la stratégie hein, que j'avais dit. Hein, Ouais. on peut Mais je pense- 5,50 pour la décision, et si tu veux nuancer un peu ou ne Ouais. pas prendre ce risque de ça va à la décision, mais ça met du temps à chercher le finish. Ça dépasse la moitié du combat, 2,60, c'est voilà. Si on croit ce schéma de combat, il y a de la valeur, clairement. Mais voilà, donc là pour l'instant j'ai point d'interrogation. À la toute base, j'avais mis Unité sur Pavlovich sans trop vouloir rentrer dans le détail parce que je voyais plusieurs scénarios possibles. Donc pour l'instant, je vais encore y réfléchir, je vais voir comment je me positionne dessus. D'accord, mais donc toi comme moi, on est plus axé sur le temps de combat, et toi peut-être même sur le favori tout simplement. Je fais pas confiance à Rozenstruik, je pense que je vais pas me mettre sur le temps de combat. Ok. Je pense que j'y ai pensé et après je me dis non, c'est des poids lourds, c'est pas fiable. C'est pas fiable. Ouais, c'est un peu ça. Co-main event, Michael Venom Page monte en middleweight pour un combat fun entre deux strikers à l'entrée du top 15 de leur division respective face à Sharapoutin Magomedov. Shara Magomedov est classé 14e à l'UFC et 13e au ranking Fight Minds chez les middleweight. Michael Venom Page monte d'une division pour l'affronter. Ce dernier est classé 15e à l'UFC et 16e chez Fight Minds dans la division des 77 kg. Shara Magomedov est invaincu en 15 combats professionnels avec 12 victoires par KO et 3 décisions pour un taux de finish de 80%. Sous la bannière de l'UFC, il est à 4-0. Michael Venom Page a remporté 22 de ses 25 combats professionnels, dont 12 par KO et 4 par soumission, soit 73% avant la limite. Il est à 1-1 depuis sa signature à l'UFC. Shara fera son 4e combat en 8 mois. Il est sur 3 bonus consécutifs, un KO au 3e round sur Trocoli, une décision sur Oussar et son double spinning backfist sur Petrosian en octobre dernier. MVP a signé à l'UFC après sa 17e victoire au Bellator face à Yamoshi en mars 2023. Après un début à succès face à Kevin Holland, il s'est incliné contre Yann Gary en juin dernier. Brian, on a mis du temps avec Sharapoutin. L'UFC l'a signé, l'a vendu comme un véritable tueur à gages. À cause de ça, on a été un peu déçus sur ses 2 premières sorties à l'UFC. Au final, on a pris du recul, toi et moi. On a imaginé un Sharapoutin signé dans l'ombre, sans hype, et au final, sans attente, on se serait dit que c'était un gars avec un certain potentiel. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il est à 4 victoires rapprochées à l'UFC, qu'il prouve qu'il a le calibre UFC. C'est un striker décent. On n'a pas encore vu beaucoup de son sol et de sa lutte. Ça semble quand même être un grand axe d'amélioration. Est-ce qu'on est aligné un peu sur ce que je viens de dire? Ah oui, hein, je pense. Je pense que c'est un combattant à fort potentiel. C'est un combattant qui a du potentiel, qui fait parler de lui, donc qui va attirer du monde. L'UFC a plutôt bien évalué sa situation sur le fait que il avait encore pas mal de failles et elle est en train de le faire monter, naviguer progressivement sur des choix qui sont, je trouve, très bien calculés, tu vois.
Ouais. Un petit peu comme un Paddy Pimblett qui a aussi beaucoup de hype et enfin, ils l'ont fait régulièrement, hein. Des combattants avec avec un fort potentiel de hype, avec un style assez sympathique, mais il fallait les faire se déplacer progressivement pour arriver au top 15 ou dans ce genre. Ouais. Donc oui, je pense que c'est un gars qui n'aurait pas de hype, aurait rencontré des adversaires peut-être, tu vois, dans le côté, ok, on fait de la sélection, lui contre lui, lui contre lui, lui contre lui, on voit qui est le meilleur, tu vois. Ouais, ouais, exactement. En Mhm. tout cas, il aurait jamais eu ce parcours avec ses 4 adversaires sur si peu de temps s'il n'avait pas Non, de hype. Ça, absolument c'est, pas. ouais. Non. Euh, Michael Venom Page, gros background en striking, très explosif. Il est grand et il sera grand dans ce combat, 3 cm plus grand que Charapoutine, mais surtout 16 cm d'allonge à son avantage. Il a une compréhension et une gestion de l'espace très impressionnante, un striking varié et développé pour abattre l'ennemi. Très bon coup d'œil, très bon timing. Euh, Qu'est-ce qui sort d'autre du lot chez Michael Venom Page? Bah, une puissance de frappe, voilà, hein, qui fracasse des crânes, ça c'est quelque chose à retenir. Donc il a toute Mhm. une période où bah, il était très très inquiétant, même s'il a affronté sur cette période-là des combattants qui n'étaient pas très très calibrés. Après, une fois qu'il a dû affronter une fois qu'il est rentré dans le pool un peu championnat et plus Ouais, les combats de, highlight. voilà, là ça c'est devenu un peu plus compliqué avec, bah, on l'a vu, hein, des grosses difficultés au sol et en lutte, c'est Ouais. son gros point faible. Donc c'est un combattant dans un style ce qu'on appelle point fighting entre le karaté et le taekwondo, tu vois, main basse, beaucoup de déplacements, des kicks incroyables et puis alors cette frappe, ce bras arrière sur des blitz qui met des KO et une capacité à casser la distance. Ouais, Vraiment, ouais, assez phénoménal, tu vois, hein. ouais, clairement. Maintenant, c'est un gars qui commence à avoir de l'âge vis-à-vis de son style. Ouais, j'aime bien comment tu l'as amené. C'est exactement ça. Il a un style qui nécessite une grosse explosivité, ce qui se perd avec l'âge. Là, il arrive à 37 ans. À un moment, ça va se sentir. Là, Ouais, sur les 2 derniers combats à l'UFC, je trouve que voilà, il a encore cette vitesse, cette explosivité, ces réflexes. Mais à un moment moi, je donné, trouve moins ça va quand même. commencer à se sentir. Moi, je trouve elle est de moins en moins présente. Et Euh, ce serait pas moins en moins parce qu'encore une fois, il est dans un schéma d'opposition oui, plus élevé, peut-être, oui, plus tu as élevé. raison. Ouais. Mais même sur, tu vois, sur ses coups de genoux sautés, je les trouve un peu. Enfin, il en utilise beaucoup moins quand même, non? Ouais, après, c'est vrai que enfin, dans ce sport, genre, t'enlèves 3 ou 5% de vitesse, ça paraît peu statistiquement, mais la réalité, c'est que c'est ce qui fait la différence entre le Mhm. gros KO et la frappe qui passe juste à côté de la cible, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, il suffit qu'il ait perdu 3 à 5%, ça se voit pas trop à l'écran, mais c'est amplement suffisant pour que son style soit moins efficace. Mhm. Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire sur lui. Il y avait encore deux, trois éléments. Voilà, son gros point faible, hein, c'est sa lutte, son sol. On a eu Mhm. un combat contre Yann Machado, enfin Yann Gary, je pense, pour les fans, était relativement décevant parce qu'on a eu un Yann Gary qui est parti directement dans le compartiment de la lutte et du sol pour s'octroyer une victoire qui était pas à la hauteur de nos attentes. En tout cas, nous, on espérait de la bagarre, quoi. Debout. Ouais, vraiment. Il me semble que quand on avait fait l'analyse de ce combat, on était assez d'accord que Yann Gary allait Bah oui, voir ça comme bien une sûr. Moi, opposition de je parle. style, il allait chercher à lutter. Et moi d'ailleurs, je pense que j'avais mis des unités sur la soumission et c'est pas passé loin. Donc, Ouais, bien ouais, sûr, mais c'est. bon, je pense que le grand public et la plupart des gens s'attendaient à du striking, tu vois. Yann Gary Ouais. se présente comme un striker. Bien Ah, ben évidemment, tu sais quoi? Non, en fait, j'avais fait. Je pense que j'avais précisé à tous nos fans en tout cas, enfin nos fans, pas nos Hmm. fans, mais les fans qui nous suivent, les fans de MMA Ah, qui en nous amont, bah, suivent. bien évidemment. En amont, j'avais dit, rappelez-vous de Michael Venom Page contre Paul Daly. On s'attendait à 2 strikers qui se rencontrent pour se Oui, taper dessus debout et finalement ils ont quasi fait 25 minutes de lutte et de la lutte de bas niveau évidemment. ouais, Donc, bien sûr. Mais après, et là voilà. j'avais dit c'est encore pire parce que Yann Gary a un bon grappling et donc Ouais. il allait faire parler ça. Non, c'est sûr, c'est sûr. En Mhm. tant que coach, clairement, tu vas pas lui dire de commencer à striker, etc. Ah non. hein. Et puis lui, avec ses objectifs, clairement, il n'allait pas commencer à striker, mais ça reste que
Michael Page, ben voilà, il y en a, ça fait partie un peu de sa stratégie de dire venez, on se tape debout. Et Tom Holland aussi Ouais. a cherché le sol à partir du troisième. Non, Tom. Kevin Qu'est-ce Holland. que c'est l'acteur, ça, Tom. Ouais, c'est ça, c'est un acteur, lui. Kevin Holland a cherché le sol. Ouais. Euh, Bah, je crois qu'à un moment, Michael Venom Page l'a très bien dit dans une interview. C'est juste qu'à un moment, tu rentres dans la cage contre lui, non. même si tu as l'intention de le striker. Ouais. Après quelques échanges, quand tu vois son timing, quand tu vois sa distance, quand tu vois son explosivité, bah, tu te dis, ouais, en fait, il faut que je lutte. Ouais, clairement. Pour moi sur ce profil-là, par contre, je pense qu'il a quelques faiblesses aussi sur vis-à-vis des low kicks. Alors, Exact. on se rappelle du très célèbre KO qu'il s'est pris contre Lima, Bellator. Comment il s'appelle cet adversaire-là? Lima. Douglas Lima. C'est Ouais. ça, hein? Ça, c'était vraiment violent. Et forcément, quand vous êtes léger sur les appuis et que vous vous déplacez, il y a beaucoup de poids qui va arriver sur vos jambes avant. Et c'est assez prévisible de pouvoir frapper dans les jambes. Mhm. Donc ça, c'est aussi un point faible. En tout cas, pour moi, c'est un des combats que j'attends le plus aussi sur la carte. Hein, pour être honnête avec vous. Et paradoxalement, même si c'est un peu le combat fun entre deux strikers, c'est sur l'aspect approche du combat du côté de Charapoutine que j'ai une certaine, on va dire, attente ou intrigue, parce que tu viens d'en parler. Low kick, Ouais. ça fait partie du jeu de Charapoutine. Et pour placer tes low kicks contre Michael Venom Page, tu dois le mettre sous pression aussi. On a déjà vu un Charapoutine capable de mettre sous pression. Donc, je crois que la stratégie macro, c'est un peu ça. Par contre, sous pression, Douglas Lima, c'est lui qui était à la cage, non? Ouais, c'est vrai. Donc, Mais je pense que dans l'ensemble, si tu veux proactivement toucher Michael Venom Page, vaut mieux qu'il ait peu d'espace derrière lui. Parce que sinon, tu risques aussi de rater beaucoup de tes low kicks. Écoute, ouais, on va en parler, parce que moi, je le vois pas du tout aller chercher les low kicks proactivement, par contre. Ouh, là, ok, pour moi, il va ok. se prendre une droite, hein. Ça va être C'est vrai. téléphonique. Mais c'est ça toute la beauté de ce combat, c'est que tu as un peu cette opposition entre low kick et droite qui fonctionne. Enfin, tu vois, c'est une dualité entre ces deux armes opposées qui est intéressante. Ouais. Juste pour compléter, puisqu'on parlait voilà de Paul Daly contre Michael Venom Page, Ian Gary contre Michael Venom Page, j'avoue que j'en avais parlé mardi, j'ai aussi mes réserves sur ce combat. Ça pourrait s'avérer très fun, mais il y a une vraie possibilité selon moi que on se retrouve face à un Ngannou Lewis ou un Wonderboy Till. On s'attend à un banger et ça finit par beaucoup s'observer. Par crainte mutuelle, par attente du côté de Michael Venom Page, et voilà. Je regardais les stats. Hein. Alors, Michael Page, bon, sur les stats, elles sont un peu faussées, je pense, avec le combat de Ian Gary, mais il a quand même un débit très faible, hein, tu vois. Ouais. Et Point fighting, hein, ces highlights sont magnifiques, mais jusqu'au moment du highlight, le combat est pas spécialement non. des plus engagés, des plus spectaculaires. Un peu chiant, quoi. Ouais, effectivement. Exactement. Ça rentre, ça sort, toucher sans être touché, des petites frappes, trouver les ouvertures, et puis quand ça touche, c'est vraiment peu de puissance, mais très très précis, quoi. Point du menton ou ouais, c'est ça. Lui, on n'a pas les stats au Bellator, mais il doit avoir, tu sais, il y a une statistique. Je pense que c'est Ngannou qui était le premier à l'UFC. Genre, il avait besoin de 14 ou 16 frappes pour mettre un knockdown. Ouais. Et je pense que Michael Page aussi, il doit avoir le nombre de frappes nécessaires statistiquement pour mener à ton knockdown. Ça doit être très faible chez Michael Venom Page aussi, puisqu'il y a peu de déchets, il y a peu de volume et il y a beaucoup de KO. Donc cette stat doit aussi être élevée chez lui. Mais donc ce genre de combattant, c'est vraiment ça. C'est pas beaucoup d'action, mais au moment où il y en a une, tu vas faire le KO arrive, quoi. Ouais. Donc, parce que désolé, on n'arrête pas de te couper à l'annonce du combat, on est d'accord pour dire que on a sorti les billets pour Michael Page, non? Toi, moi j'ai déjà mis une unité en off, comme ça tout le monde le sait. J'ai mis une unité, je pense lundi. Je l'ai dit sur WhatsApp. Je mets déjà une unité lundi pour sécuriser la cote de Michael Venom Page à 2,50. Ouais. Hier, il était à 2,40. Aujourd'hui, il est de nouveau à 2,50. Donc ça varie un peu des deux côtés. Désolé, hein, t'entends les travaux Ah, j'ai l'impression que c'était chez moi parce qu'il y a des travaux en face chez moi. C'est dans la rue, je suis désolé. Écoute, moi, je sais ce que je me suis dit. J'ai dit, attends, on va mettre une unité sur Michael Page, il va le mettre KO, ce pirate, tu vois. Et en fait, là, ce matin, j'ai regardé les combats. Je me suis dit, non, on regarde un petit peu. Et en fait, je me dis, les low kicks,
Alors pas les low kicks classiques, hein, vraiment les calf kicks un peu remontants pour faire tomber les appuis en contre sur les entrées de Michael Page. Je les vois vraiment arriver et je le vois après pouvoir travailler et prendre ses rounds. Ok. Donc, ouais, tu restes loin de celui-là ou t'as carrément penché en disant 1,48 du côté de Charapoutine, ça a de la valeur? Parce que, ouais, pour rappel, donc 1,48 Charapoutine, 2,50 MVP. Moi, j'ai pas converti ça en pourcentage, mais ça fait entre 60-40 et 65-35 à mon avis. Ouais, c'est ça. Pour être honnête, je trouve que la cote, elle est un peu abusée en soi. Mhm. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que je vois un combat un peu sur le fil où il suffit d'une frappe pour que Page l'emporte et ça pourrait tomber, voilà. Mais par contre, je vois un Charapoutine avoir un peu plus d'armes entre guillemets, Mhm. beaucoup plus de volume de frappe, ses low kicks, cette capacité, bah voilà, dès qu'il y a une entrée, une frappe, bien reculer sa tête et frapper en même temps. Euh, Ouais, moi j'ai envie de me positionner dessus. Je suis un peu déçu. Je trouve que la cote elle est un peu sévère Mhm. et un peu. Je trouve qu'elle vaut pas le risque en soi. Ouais, mais c'est ça. Pour moi, là, tel que celle-là, c'est un dog or pass. Ouais, Je mais comprends la volonté de vouloir se mettre sur Charapoutine. Par contre, j'ai un argument qui va peut-être te rassurer de pas te mettre dessus. Il y a une petite souris, voilà, qui est venue me dire que Charapoutine est allé à Riyad sans sparring partner et il a demandé à d'autres équipes d'avoir des sparring partners en prêt pour la Fight Week. c'est vrai. Donc ça, pour moi, ça montre un tout petit peu d'amateurisme, quoi. T'es quand même comme main event dans UFC, une Fight Night assez solide, euh, un événement à tes heures et tout. Voilà, tu viens sans sparring partner et finalement t'en as besoin, donc tu demandes à d'autres équipes d'en avoir Ah, c'est apprêté pour chaud la quand Fight même, Week, hein. des gars que tu connais pas. Ouais, tu vois, moi limite Ah, ça c'est me chaud. donne envie de mettre encore une unité, une deuxième unité sur MVP, tu vois. Ah ouais. Les amis, pour que vous compreniez bien l'importance d'avoir un partenaire d'entraînement avant un combat. euh, Moi, bon, déjà, quand on allait combattre et tout, il y avait Chris, le coach, et puis j'avais toujours mon partenaire d'entraînement avec qui j'avais fait mon camp, qui était là pour m'échauffer, pour avoir les sensations du même poids, et une personne que je connaissais bien pour éviter les blessures, tout simplement, parce que je connaissais Mhm. ses mouvements. Et il faut imaginer que les gars que j'emmène en compétition même des interclubs, tu vois, ou enfin vraiment Le euh, plus bas niveau, enfin le plus bas niveau, c'est pas enfin du péjoratif, mais c'est le niveau début de ta carrière, quoi, le leur tout premier début d'une carrière combat. amateur, ouais, ouais. Voilà, des gars qui vont faire leur premier combat MMA, ils partent avec un sparring partner. Euh, pour moi, c'est essentiel, tu vois. J'ai pas besoin d'avoir un coach en plus. J'ai besoin d'avoir un gars qui vient pour faire sparring partner et un gars qui a fait le camp avec. Donc là, que tu me Mhm. dises qu'il en a pas. Alors déjà, tu as la particularité physique de Michael Page, son allonge, tout. Ça veut dire quoi? Qu'il en a pas eu, qu'il allait dans les salles. Tu peux. Ouais, ça pose Donc, question sur enfin voilà. l'entièreté de son camp, tu vois. Et là, il va se retrouver avec des gars qu'il connaît pas, avec qui tourner. C'est chaud. Ah ouais. Et en plus, si j'ai pas de bêtises, il y a un facteur X, Charapoutine, il est en tournage de film en parallèle. Quoi? Je pense. C'est Je Mais c'est pense un avoir vu acteur de ça. toute façon à l'année, donc ça va, c'est pas grave. Il est en tournage. Mais je pense, ouais, parce qu'il me semble Black qu'il Sail a, saison, il a genre saison fait une 5. provoque, il a fait une provoque envers MVP il y a 3-4 semaines avec un gun et du sang sur le visage, mais c'était dans le cadre du tournage d'un film, tu vois. Alors je Ah sais pas à ouais. quel point il est acteur important dans le film ni quoi que ce soit, mais Hmm. ouais, ça reste un facteur X, tu Ouais, vois. là, Donc là, tu me donnes des arguments pour que je me positionne pas. Par contre, ce matin, je vous avoue que je suis en train de dire, non, je vais mettre sur Chara, je vais mettre sur Chara. oh, maintenant je vais être là, MVP, s'il te Ah plaît, là parce que sinon là. Brian va me râler dessus et j'ai pas envie, tu vas me détruire la jambe ou un truc comme ça, toi. Ouais, bah écoutez, voilà, là-dessus, c'est soit on se base sur les facteurs X, on a quand même vu régulièrement que les facteurs X, bah, que c'est une fois que la cage elle est fermée, ça n'a pas forcément toujours Toujours. énormément d'incidence, hein. Mhm. Il y a aussi bah, toute la dynamique de combat, l'expérience. Ouais. Bon, voilà, je sais pas trop. Maintenant, là, tu me mets Ok. le doute. Mais Je vous moi, avoue voilà, en il y tout a cas que là, à l'entrée de l'émission, je comptais mettre sur Charapoutine une unité.
Maintenant, je pense que face à un adversaire comme ça, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, C'est si tu vraiment... doutes de sa préparation, en fait, ça te fait douter de te positionner dessus. Moi, en tout cas, voilà, Mais de mon c'est côté, qui son il y coach a en une plus, unité hein. qui est sur MVP et je pense que je vais en mettre une deuxième. Je pense Surtout en mettre que, tu vois, son dernier combat, il se fait connecter dans la première minute, tu vois. une. Ouais. Il se fait connecter, et genre, comme s'il avait besoin de temps un peu pour s'adapter, et il fait une belle prestation après, hein, mais Oui, il a clairement. toujours eu besoin un petit peu de temps, Ouais. de, un petit Sauf peu de peut-être temps ses débuts d'adaptation. UFC. Contre Silva, je trouve que son premier round est vraiment excellent, mais il s'est un tout petit peu grillé, et donc 2 et 3, ça ralentit un peu. Mais ouais. Mais c'est vrai que sur la fin, on a l'impression qu'il est un tout petit peu plus dans l'observation, et puis il accélère une fois qu'il a un peu fait sa lecture. Mais je crois que lire Michael Venom Page, c'est très compliqué. Oh, franchement, ouais, ouais, ouais. Ok. Écoute, bah là, oui, là, ça va être, on va réfléchir. On va Toi, réfléchir. tu mets tes 2 unités, et moi, je vais réfléchir. Moi, c'est un minimum et j'ai peut-être passé à 2. Allez, main event time, baby. Israel Adesanya pointe à la 2e place du ranking UFC et au ranking Fight Minds. Il affiche un palmarès MMA professionnel de 24 victoires pour 4 défaites, dont 13 victoires pour 4 défaites à l'UFC et 8-4 dans les combats pour un titre, intérim compris. Sur les 24 victoires, les 2 tiers sont par KO et le reste à la décision, cumulant donc un taux de finish à 67%. Notre Nassourdine Imavov est 5e au ranking UFC, 3e au classement Fight Minds. Il a un palmarès de 15-4 avec un no contest. Sous la bannière de l'UFC, il a cumulé 7 victoires contre 2 défaites et le no contest. Tout comme Adesanya, il a finalisé les 2 tiers de ses victoires, 6 fois par KO et 4 fois par soumission. Malgré une taille quasi identique, 1m91 pour Imavov et 1m93 pour Adesanya, l'ancien champion profitera de 12 cm d'allonge en plus avec ses 2m3 de main à main. Depuis 2019, Israel Adesanya ne combat que pour des titres. Ses 5 dernières sorties sont sa 6e défense à succès en 84 kg face à Jared Cannonier en 2022. L'enchaînement de sa défaite et de sa revanche immédiate réussie face à Alex Pereira, la perte de sa ceinture contre Sean Strickland et l'échec pour tenter de la récupérer une nouvelle fois à Dricus du Plessis en août dernier. Nassourdine Imavov a été encore plus actif. Après avoir perdu contre Sean Strickland en short notice en janvier 2023, il y a eu ce no contest face à Chris Curtis. Ensuite, c'est la série de victoires en cours. Roman Dolidze en 5 rounds, Jared Cannonier par TKO dans la 4e reprise et Brendan Allen en co-main event du dernier UFC Paris. Ouais, bah écoute, on a fait une grosse analyse hein, là-dessus. Hein. Ouais, donc là, ça moi, va aller très vite. Hein Ça va aller très vite, c'est vrai. Ouais, moi je mets une unité sur Imavov, 2,30, je trouve que c'est bien. Voilà, mais justement, c'est un peu ma question. Je t'avais dit, on a fait une grosse analyse mardi. Allez la voir si c'est pas le cas. Les cotes sont à 1,56 pour Adesanya, 2,30 pour Imavov, c'est un 60-40 pour l'ancien champion. Toi et moi, on y croit. On était plus proche du 50-50. Apparemment, toi, tu te positionnes sur le 2,30. Sur une unité complète? Alors, j'avais mis tous mes trucs d'unité sur Unibet, mais elle se réactualise, tu vois, au bout d'un certain temps. Ah, Je suis perdu. Donc, je sais plus si j'avais mis une unité ou 2, mais en tout cas, ce sera entre 1 et 2. Okay. Voilà, on n'est pas là pour faire des unités, on est là pour claquer des unités. Donc, j'en mettrai peut-être 2, je sais pas. Je vous avoue que je suis entre guillemets assez confiant. Après, je me suis peut-être un petit peu... Mais j'ai écouté l'interview là, et c'était vraiment cool l'interview que tu as fait. Avec Nicolas. Ouais. Avec Nicolas, et donc... Ouais, j'avais dit que j'avais mieux qu'un Embedded pour les infos. J'avais dit que j'avais mieux que la Embedded pour les infos. Ouais, ça m'a bien chauffé. Il y a rien de... Enfin, il n'y a pas d'arguments qui me... voilà, mais en tout cas, leur confiance, et on sent que le travail a été fait. Ouais. Et donc ouais, je suis assez confiant. Je suis assez confiant sur ce combat-là. Et je vais mettre entre 1 et 2, on va voir. Moi, je t'avoue qu'hier, j'étais un peu en mode, allez, j'actualise la page et j'ai dit, c'est quand qu'elles arrivent les cotes précises, parce que j'étais là, je fais, plus que 2.5 sur ce round, ça va passer. Puis je vois la cote à 1.21, je fais, ok, ouais, bon, les oddmakers sont d'accord avec moi. Sur quoi tu voulais mettre, toi? Plus que 2.5. Ah! Un combat qui dépasse la moitié. Ah ouais, par contre, ça, c'est clair que j'ai regardé vite fait sur les rounds, je fais, bon, allez, on laisse tomber. Ouais, c'est ça. En fait, c'est tomber. logique, tu vois. Mais je m'attendais quand même à peut-être, je sais pas, 1,40, un truc comme ça, 1,40, 1,45 pour le combat dépasse la moitié. Et là, je vois 1,21. Je suis non, c'est pas, 1,21, ça m'attire pas, quoi. Tu mets 2 unités, ça équivaut au résultat. Ouais, mais bon, après,
1,20, il y a bah, des... ça reste, voilà, sur des paris relativement safe, ça reste pas non plus. Ça fait partie des paris safe, selon moi. Après, tu as Mm. toujours des scénarios X et Y qui peuvent faire que ça finit avant, mais dans la majorité des cas, je vois ce combat durer, quoi. Au Oui, moi moins aussi. arriver ouais, au moins arriver à la fin du 3. Moi aussi, je vois le combat durer. On a vu un Israël Adesanya qui est vraiment difficile à finaliser, hein. Ouais. Et pareil de l'autre côté pour Imavov, c'est un gars qui est là et qui va faire ses rounds. Donc, Ouais, je vois pas un. Tu vois, j'ai l'impression qu'Adesanya il finalise tôt dans un combat quand t'es face à quelqu'un qui surengage sur lui. Whittaker la première fois, Brunson, ce genre de profil. Ou quand c'est beaucoup trop facile pour lui, comme contre Costa. hmm. Par contre, en général, si t'as un adversaire un peu vigilant, mesuré, intelligent, bah, les combats durent, quoi. Et pareil, je pense que Nassourdine, il a besoin de temps pour construire ses finishes, s'il les construit. Et donc ouais, le combat qui dure longtemps, bah voilà, tout le monde a la même lecture puisque les cotes ne nous attirent pas, quoi. Ah 1,21, c'est ouais, abusé pour la moitié de plus combat. de 4 rounds et demi, elle est à 1,53. Bah oui, bah la décision est à 1,57. Donc Au final, plus de. Toi, c'était plus de 2,5 hein, que t'avais regardé, hein. ouais, plus de 2,5, parce qu'en fait, plus de 3,5, ça aurait pu m'attirer, mais je trouve que tu commences à prendre un risque, Ouais, et comme tu 1,36. commences Ouais. à prendre un risque à 1,36, non, c'est pire. Je préfère faire Mm. 1,21 plus que 2,5 que 1,36 plus que 3,5. Ouais. Plus de 2,5, c'est vrai que. C'est vrai que pour moi, c'était le plus intéressant. 1,21, c'est pas terrible, hein, mais bon. Mais tu vois, par exemple, si les rounds étaient décalés et que le 1,36 Ah était oui, mis oui. pour plus que 2,5, bah Ah là, je ouais. crois que j'aurais craché T'aurais mon mis million. 3 unités. Peut-être pas 3, mais j'y serais allé, quoi. J'y serais allé. Mm. Mais non, Ok, moi je pense une victoire. Je sais pas, on va pas la pronostiquer. Ça pourrait être. Je vous avoue que j'aimerais vraiment un finish de d'Imavov. Je pense qu'il serait possible au troisième, au quatrième, tu vois. J'aime, ouais. ouais. Je pense que c'est faisable. Je suis pas sûr sur une soumission, mais je verrais bien Mhm. un TKO, tu vois. Il a combien le finish, peu importe la manière de Ah, ça c'est ma Nassourdine. préférence, hein, de Ouais, là, c'est ta de là. préférence, mais c'est juste pour voir la cote. 4,80. Non. Imavov gagne par KO, KO technique, soumission ou disqualification. 4,80. Ouais, solide, hein. Mhm. Ouais, j'avoue. J'avoue. 4,80, elle est solide, hein. Ouais. Mm, mm, mm. Alors que le finish de Adesanya, c'est à 4. Ouais. Attends. Ouais, il va vraiment une décision, hein. Ouais. C'est clair que les codes Ah se non, attends. comprennent, hein. Parce que dans le Comment sens où c'est une Bushman ou décision, pour moi, Bushman? ça reste, ça va à la décision, ça reste à l'avantage d'Adesanya, hein. Mhm. Mais je pense et je vois vraiment ce combat qui va être mixé et puis un travail de pression et un mix entre tous les chemins de victoire qui sont Ouais. présentés au vainqueur contre Israël. Je pense qu'il sera capable de le faire avec son style. Donc mettre la pression, poursuivre, réussir à mettre au sol. Je pense de manière un peu plus facile. Alors j'entendais quelqu'un qui disait que Israël Adesanya était difficile à mettre au sol une fois qu'il était dos à la cage, tu vois, et que tu auras un intérêt à le mettre au sol À à l'ouvert? l'ouvert. Ouais, c'est Ouais. Ouais, c'est vrai qu'un peu à la Max Holloway, il a un bon jeu quand il est deux à la cage, enfin quand il est pris en cage control. hmm. Est-ce que quelqu'un l'a amené au sol à la cage? C'est vrai que Dricus c'est un peu plus à l'ouvert. Blakovic aussi. Ouais, c'est pas bête comme réflexion. Ouais, mais après c'est clair que ça reste plus difficile de mettre au sol à l'ouvert. Mais bon. C'est clair. C'est clair. Enfin voilà. Dans tous les cas, moi je vois ce scénario-là et donc je vais mettre entre 1 et 2 unités sur Imavov. Parfait, on a fait le tour. Moi, j'avoue que j'hésite encore à me positionner dessus ou à me dire, ok, celui-là, tu sais quoi, je le regarde juste en tant que fan, sans stress pour mes unités. Ça dépendra un peu de ce que je valide autour, mais ouais, ce sera de nouveau une Fight Night avec pas mal d'unités en jeu dans l'équipe Fight Minds. Donc, les amis, suivez-nous sur Instagram et tout ça. Bonne journée à tous. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.